vous parler donc des codes de fabrication. Alors avant de commencer, il faut premièrement savoir qu'est-ce qu'une cote de fabrication. Prenons un exemple de fraisage. J'ai un brut initial avec 3 cotes. Je vais les nommer L1, L2, L3. Ce sont les cotes du brut initial. Supposons que dans cette pièce, je vais réaliser un surfaçage. Donc, pour le surfaçage, je vais éliminer cette matière. Dans le croquis de phase, je vais représenter la surface usinée en un trait fort. Remarquez maintenant que les 3 cotes qu'il y avait dans le brut initial, il y a une qui a changé. C'est cette cote. Donc je vais l'appeler une cote de fabrication. Supposons maintenant que sur le même brut, j'ai réalisé un épaulement. Donc, dans le croquis de phase, je vais représenter l'épaulement comme suit. Dans la deuxième vue, bien sûr, cette surface sera représentée en un trait caché. Dans ce cas-là, il y a 2 cotes qui ont apparu. J'ai une cote ici, j'ai une cote là, mais je peux aussi mesurer une 3e cote qui se trouve ici. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que je vais noter comme cote de fabrication quand je vais rédiger une gamme ou bien quand je vais rédiger un contrat de phase? Est-ce que je vais mettre les 3 cotes, ou bien une, ou bien 2? Pour répondre à cette question, la norme nous a défini 3 types de cotes qu'on a nommés UP, UO, UA. Ce sont les 3 cotes de fabrication qui sont normalisées. Et ce sont ces 3 cotes que nous allons, dans un premier cas, donc définir. Et dans un deuxième cas, on va essayer donc de faire quelques petits exercices là-dessus. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'une cote fabriquée? Et une cote fabriquée, premièrement, est une cote qui apparaît au cours de l'usinage. C'est-à-dire, c'est une cote qui n'était pas mesurable au début dans la pièce brute et qu'après avoir effectué une ou plusieurs opérations d'usinage, il y a des cotes qui vont apparaître ou bien des cotes qui vont être mesurables. Ce sont ces cotes-là qui sont susceptibles d'être des cotes de fabrication. Donc, petit rappel. On va commencer par la première cote, UP, qu'on appelle cote machine. Qu'est-ce qu'une cote machine? Une cote machine, c'est une cote fabriquée, définie comme étant la distance entre une surface usinée et une surface référentielle, ou bien, d'une autre manière, entre là où les points générateurs de l'outil et le référentiel. Premier exemple. Ici, il s'agit d'un surfaçage. Donc, la pièce brute
il y avait une cote ici. C'est-à-dire la dimension là, plus la surépaisseur qu'on a enlevée. On voit que cette cote-là, après avoir fait l'usinage, cette cote-là apparaît. Et c'est une cote qui est entre la surface de référence et la surface usinée. Ou bien entre le référentiel qui est 1, 2, 3 et les points générateurs de l'outil. Donc je répète, une cote machine est une cote qui peut être définie comme étant la distance entre une surface usinée et une surface référentielle, ou bien la distance qui sépare là où les points générateurs de l'outil et le référentiel. Ça, c'est le cas d'un surfaçage en fraisage. Donc, je vais noter la cote en mettant un point sur le référentiel et une flèche sur la surface usinée. Deuxième exemple, tournage, dressage et chariotage. Donc, pour le dressage, on va utiliser un outil et pour le chariotage, on va utiliser un deuxième outil. Ce sont deux outils qui sont désassociés. Ça veut dire que je travaille avec l'outil coudé pour réaliser le dressage et le deuxième outil pour réaliser le chariotage avec l'épaulement. Donc je vois que après avoir effectué donc l'usinage, il y a des cotes ou des dimensions qui ont apparu et que je peux mesurer, sachant que la pièce brute au départ était sur cette forme-là. Donc maintenant, où est-ce que je vais mettre donc les cotes de fabrication? On avait dit que c'est une cote qui sépare la surface usinée et la surface de référence. Si je prends les cotes, ou bien plutôt les surfaces qui sont perpendiculaires à l'axe, donc je vais les positionner par rapport au référentiel 5. Donc je vais avoir deux cotes puisque j'ai deux surfaces usinées, dressage ici et dressage là. Et pour les surfaces parallèles à l'axe, c'est-à-dire pour les cotes diamétrales, le référentiel n'est autre que le centrage long qui est 1, 2, 3 et 4 et qui est défini par l'axe. Et là, il y a combien de surfaces qui est usinée? Il n'y a qu'une. Donc, c'est-à-dire il y a une cote. Alors, pour installer les cotes, j'ai mis UP1 pour la cote de dressage. Alors, pourquoi je l'ai appelé 1? Parce que dans l'ordre des opérations de la gamme, je commence toujours par le dressage, après je mets donc le chariotage. C'est pour ça que je mets donc UP1, d'accord, en priorité. Pour le chariotage, je vais avoir une surface ici que je vais positionner avec UP2 et les deux génératrices que j'ai appelées donc de UP3. Alors pourquoi pour la cote diamétrale je l'ai appelé UP3 2UP3 pardon. Parce que tout simplement j'ai la possibilité de mettre UP3 entre l'axe en mettant un point ici et une flèche dans l'une des génératrices IMA. Un point ici, une flèche là, un point ici, une flèche là. Mais puisque dans la gamme, je vais noter un matériel de contrôle pour les cotes de fabrication, je vais remarquer que je ne pourrai pas contrôler
le rayon, par exemple, avec un pied à coulisse. Pourquoi? Parce que l'axe, c'est un axe qui est fictif et n'est pas réel. C'est pour ça qu'on met 2up3, puisque le diamètre est physiquement mesurable, d'accord, avec un pied à coulisse. Donc, les côtes diamétrales qui sont générées généralement par un outil d'enveloppe sont toujours notées 2up3. Maintenant, côte outil. Qu'est-ce qu'une côte outil? Une côte outil correspond à une dimension et une forme générées par un outil de forme ou par une association de deux ou plusieurs outils, comme par exemple un train de fraises. Prenons un exemple. Alors nous allons reprendre la pièce traitée précédemment à laquelle on a rajouté l'usinage d'une gorge. La mise en position est restée la même. L'ordre des opérations sera dressage, chariotage, puis réalisation de la gorge. Alors maintenant, au niveau des codes de fabrication, on va avoir pratiquement les mêmes codes de fabrication qu'on a vus précédemment, plus là où les codes qui vont être générés par la gorge. Alors, en réalisant la gorge, on voit apparaître combien de codes? Eh bien, premièrement, il y a le diamètre de la gorge. Ça, c'est la première chose. Et l'épaisseur de la gorge. Ou bien plutôt, l'épaisseur de la largeur de la gorge et sa position. Sa position, il va être définie par la cote précédente qu'on a vue, c'est-à-dire UP2. Alors, UP1, UP2, UP3, ce sont des cotes qu'on avait déjà vues dans l'exemple précédent. Maintenant, les deux cotes à rajouter, c'est premièrement 2up4 pour la cote diamétrale, puisque 2up4, il est issu en principe de UP4, qui est une cote machine entre le référentiel qui est l'axe et la surface générée, qu'on a multiplié par 2 et qu'on avait expliqué auparavant. Mais on voit bien ici une cote que j'ai appelée UO1. Alors, la cote UO1 correspond à quoi? Il correspond tout simplement à l'épaisseur ou bien la largeur de l'arête tranchante de l'outil à saigner. Alors, si l'outil à saigner a une épaisseur de 3, bien sûr, la cote outil ici, OU1, va correspondre à 3. Deuxième exemple, fraisage. En prenant le cas de la réalisation d'une rainure avec une fraise 3 tailles. On a le référentiel suivant, appui plan et centrage court. Et supposons que dans le dessin de définition, c'est précisé que la rainure doit être symétrique d'une valeur donnée par rapport au diamètre de référence. Donc, après avoir réalisé la rainure, je vais voir qu'il va y avoir plusieurs cotes qui vont être mesurables. Alors, parmi ces cotes, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ceux qui correspondent aux cotes qu'on a donc définies jusqu'à l'instant, c'est-à-dire cote machine et cote outil. Alors, est-ce qu'il y a une cote machine dans le sens vertical? Oui. J'ai ici une surface usinée et j'ai ici une surface référentielle. Donc, la distance de là à là, ça va être une cote machine. Est-ce que j'ai une cote machine dans le sens donc horizontal? Oui, il va y avoir une cote machine et il va être défini bien sûr par la symétrie, ou bien il va dépendre plutôt de la symétrie. Et en plus de ça, il va y avoir donc une cote outil qui correspond à l'épaisseur, ou bien plutôt à la largeur de la
rainure qui correspond à l'épaisseur de la fraise. Alors, il faut noter que si je prends par exemple une fraise de 10 et je réalise une rainure de 10 et que je fasse un déplacement de 2 mm pour avoir une longueur plus grande de 12, la rainure de 12 n'est plus une cote outil. D'accord? Donc, je vais avoir ici une cote machine UP1, une cote outil UO1 et une autre cote UP qui va dépendre donc de la symétrie. Cote appareil ou cote appareillage. Alors, une cote appareil ou une cote appareillage, c'est une cote qui est définie comme étant une dimension qui est donnée par un appareil qui peut être soit un montage de perçage, par exemple, ou un gabarit de copiage. Premier exemple, prenons le cas d'un montage de perçage. On a ici la pièce dans laquelle je désire réaliser par exemple 2 trous et que supposons que ces 2 trous disposent d'un entraxe avec un intervalle qui est précis. Donc je ne pourrai pas réaliser donc les 2 trous de manière classique, c'est-à-dire en utilisant une perceuse sensitive par exemple et par déplacement de la pièce pour réaliser donc les 2 trous. On n'aura pas une précision donnée. Donc pour avoir une grande précision, on utilise un montage de perçage. Alors là, il faut préciser une chose qui est très importante, c'est que l'élément qu'on voit ici, dans lequel on a mis ce qu'on appelle 2 canaux de perçage ou bien ce qu'on appelle aussi 2 guides de perçage, cet élément-là est solidaire aux autres éléments qui m'ont donné la mise en position, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vois bien que en mettant la pièce en position correcte, je réalise le premier perçage, le forêt passe par le guide et fait le premier perçage, je remonte, je déplace bien sûr donc le montage avec la pièce, je réalise donc le deuxième trou et là je remarque que bien sûr la position des 2 trous est donnée par la position des 2 canaux de perçage. C'est comme si j'avais copié la dimension d'accord qui existe entre les 2 canaux, je l'ai copié sur la pièce. Donc, ici, je vais avoir une seule cote appareillage, c'est la cote entre les axes. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre cote? Par exemple, du type cote outil ou cote machine? Oui, bien sûr. Rappelez-vous, on avait dit que la cote outil, c'est une cote qui est donnée par la forme et la dimension de l'outil. Là, c'est la même chose. Si j'utilise un forêt de 12, je ne pourrai réaliser que des trous de 12. Donc, ici, je vais avoir 2 cotes outils. Une cote outil ici et une cote outil là. Maintenant, supposons que, en mettant la pièce en position, il y a eu un décalage dans le sens horizontal. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, on notera que les 2 cotes outils ne changeront pas puisqu'elles dépendent du diamètre du forêt. La position des trous ne changera pas puisqu'elle dépend aussi de la position des 2 canaux ou bien des 2 guides de perçage. Mais ce qui va changer, c'est la position des axes par rapport au référentiel 6. Et c'est cette cote-là qu'on va appeler cote machine.
Donc, en finale, je vais avoir une cote machine, deux cotes outils et une cote appareillage. Exemple numéro 2. Il s'agit d'une opération de copiage. Alors, c'est quoi le copiage en bref? Le copiage, c'est tout simplement le fait d'utiliser une machine à copier dans laquelle il y a un gabarit qui possède la même forme que la pièce qu'on va reproduire. Sur le gabarit, il y a un palpeur qui translate le long du profil à copier. Ce gabarit est lié hydrauliquement à l'outil en lui communiquant tous ses mouvements de recul et d'avance. Alors là, on voit donc le cycle du copiage. C'est en fonction du nombre d'opérations qu'on va effectuer. Et la forme en haut correspond à la forme qui existe sur le gabarit et qu'on va reproduire sur la pièce. C'est pour ça que d'ailleurs, donc, le procédé, ça s'appelle donc le copiage. Donc ici, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions qui ne dépendent que des dimensions du gabarit. Par exemple, la dimension de là à là. Ça va correspondre à cette dimension-là. Alors, pour mettre en place les cotes appareillage et là où les autres types de cotes, on remarque que dans le sens longitudinal, d'ailleurs dans les deux sens, longitudinal et diamétral, il ne doit y avoir qu'une seule cote machine. Toutes les autres cotes vont être des cotes appareillage. Alors attention, ici par exemple, je dispose de combien de surfaces? Alors, surface de référentiel 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai 5 surfaces, je dois avoir en principe 4 cotes, en appliquant la règle de n-1. C'est-à-dire, le nombre de cotes égale au nombre de surfaces moins 1. Sinon, on aura une cote qu'on appelle une cote surabondante. Maintenant, quelle est la cote qu'on va prendre comme cote machine dans le sens longitudinal et dans le sens diamétral? Eh bien, tout simplement, on doit revenir au dessin de définition. Et on va regarder quelle est la cote ayant le plus faiblité. C'est cette cote-là qu'on va prendre comme cote machine. Les autres cotes, on va les placer comme cote appareillage. Donc, dans ce cas-là, j'ai UP1, UA1, UA2 et UA3. UP1 et UP2, ce sont deux cotes qu'on doit trouver quel que soit, donc, si vous voulez, l'élève. Donc, ça veut dire que c'est une cote qui est unanime, unique. Maintenant, pour les cotes appareillage, je ne suis pas obligé de les mettre de manière continue. Je peux prendre par exemple UA1 de là à là, UA2 de là à là, UA3 de là à là. Ça veut dire que je peux les prendre dans n'importe quel. L'essentiel de ne pas dépasser le nombre de cotes qui est donc toléré. Ça, soit au niveau longitudinal, soit au niveau donc diamétral. Alors maintenant, nous allons voir donc quelques petits exercices donc d'application.
pour mettre en application donc ces trois types de cotes. Donc, soit le tournage de cette pièce-là, en réalisant une opération de dressage avec un outil à charioter coudé, une opération de chariotage et une opération de chanfreinage. Quand j'ai réalisé le dressage, il y a une première cote qui est apparue. Donc je vais mettre ici UP1, un point à l'origine, une flèche à l'extrémité. Pour le chariotage, comme on l'avait expliqué, on prend la cote diamétrale. Mais si je prends la cote de l'axe à l'une des génératrices, de là à là ou de là à là, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas une cote qui est mesurable. Donc, on préfère la multiplier par 2 et prendre 2 UP. Pour le chanfrein, eh bien, c'est un petit peu délicat. Parce que c'est une cote qui ne peut être ni cote machine, ni cote outil, ni cote appareillage. Donc, personnellement, je mets la cote qui est inscrite dans le dessin de définition. Deuxième phase, tournage toujours, taraudage. Alors, il ne faut pas oublier que pour le taraudage, en principe, avant de réaliser un taraudage, donc, on doit percer la pièce. Et dans certains cas, on doit centrer, percer et tarauder. Et là, normalement, dans le croquis de phase, la question qui se pose, est-ce qu'on va mettre toutes ces côtes-là? Non, on ne met que la côte, dans le croquis de phase, on ne met que la côte finale. Et ici, la côte finale, ce n'est pas la côte du centrage, ce n'est pas la côte du perçage, mais c'est la côte donc du, c'est la côte donc du taraudage. Donc c'est elle qu'on va mettre, d'accord, en finale. Et en plus de la côte outil qui est celle donc du taraudage, on rajoute bien sûr une côte donc UP entre le référentiel et une surface usinée. Notez bien que quand je réalise un trou, ou bien normalement un trou est toujours défini par son axe et n'est pas par les génératrices. Donc tournage, alésage. Alors pour l'alésage, il y a plusieurs manières de l'aborder, ou bien de réaliser un alésage. Ça dépend du trou. Est-ce que le trou vient brut du moulage, ou bien est-ce que la pièce est pleine? Alors si la pièce est pleine, donc normalement il faudrait commencer par un centrage, perçage, puis alésage. Si la pièce vient brute du moulage, ça veut dire que j'ai ici en finale un diamètre 40 et que je récupère la pièce du moulage avec un diamètre par exemple 36. Donc bien sûr, je n'aurai pas besoin donc de perçage ni de centrage. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser donc un outil à aléser pour les opérations d'ébauche et de demi-finition et un alésoir à machine pour l'opération de finition. Et sachant que, comme j'avais dit auparavant, on ne mettra dans le croquis de phase que la cote finale. Donc la cote que je vais mettre à la fin, c'est la cote de l'alésoir à machine. Mais il faut noter que dans la gamme, je dois préciser les cotes d'ébauche et de demi-finition. Par exemple, supposons que j'ai 3 opérations. Donc dans la gamme ou le contrat de phase, je vais noter alésé D1 en ébauche, en utilisant bien sûr un outil à aléser. Alésé D1 en demi-finition en utilisant toujours un outil à aléser, mais en finition, donc je vais mettre alésé en finition D1, bien sûr l'outil va être un alésoir machine. Donc c'est ce code-là que je vais mettre à la fin. Donc UO1. Pourquoi UO1? Parce que l'alésoir machine est un outil de forme et l'outil à aléser est un outil d'enveloppe.
Alors, exemple suivant, fraisage, surfaçage. Donc, bien sûr, la surface à usiner est représentée donc en traits forts. Donc ici, je n'aurai qu'une seule cote, donc mesurable, c'est entre le référentiel et la surface usinée. Surfaçage, même chose, une seule cote. La surface, elle est horizontale, donc je vais la lier bien sûr à un référentiel qui lui est opposé, c'est-à-dire 4, 5. Donc de ce fait, je vais avoir donc la cote UP1 ici. Donc il s'agit ici de la même pièce, mais en tournage cette fois-ci. Donc je vais réaliser le dressage dans un premier lieu. Là, je vais supposer que la pièce, par exemple ici, vient plein. Donc je mettrai, donc, si vous voulez, un centrage, perçage et après donc un alésage. Donc j'aurai en finale les cotes de fabrication suivantes. Pour le dressage, et là je remarque qu'il y a un oubli ici, on a oublié une cote, et c'est la première en principe qu'on devrait marquer, c'est la cote ici. D'accord? Donc je vais l'appeler UP2. L'ordre ici n'est pas très important, donc je vais l'appeler donc UP2. Ensuite, pour l'alésage, UO1. Donc là, ça sous-entend qu'on a utilisé pour l'alésage un alésoir machine et non pas un outil à aléser. Si on avait utilisé un outil à aléser, OU1 serait remplacé par 2 UP. D'accord? Par 2 UP, puisque l'outil à aléser est un outil d'enveloppe. Et le chanfrein, bien sûr, est noté 2 à 45. On a aussi besoin de la position, d'accord, de l'alésage par rapport à ce référentiel. Donc on a l'axe, donc l'axe est usiné, on a donc la surface référentielle, donc UP. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et au prochain cours.